Sociale et environnementale, mesdames et messieurs les présidents, mesdames et messieurs les conseillers, aucun décor fixe, rien que des proportions justes. C'est à l'habitant de décorer son logis et j'imagine que ce décor sera variable. Contempler sans répit les mêmes formes, c'est entendre quotidiennement le même poète. Il y a de quoi rendre Dieu. J'aime Auguste Perret. J'aime ce mélange de classicisme et de modernité, cette volonté de lier l'élégance des beaux-arts à la simplicité de l'artisan. J'aime le dépouillement, l'humilité de son architecture. J'aime aussi son sens de la formule, ses phrases définitives qui irritaient ses contemporains en tant qu'elles ravissaient ses admirateurs. Cette réflexion, celle que je viens de citer, lui ressemble. Comme souvent, sa portée me semble aller un peu au-delà de la seule architecture. En tout cas, elle me semble pouvoir s'appliquer aussi bien à l'architecture de béton qu'à l'architecture constitutionnelle. Un décor qui doit être variable si nous ne voulons pas devenir odieux aux yeux des Français. Le plus important étant bien entendu la justesse des proportions. Ces justes proportions, le président de la République les a définies, pour vous comme pour les deux autres assemblées constitutionnelles, devant le Parlement réuni en congrès le 3 juillet dernier. Réduction du nombre de membres, limitation du nombre de mandats successifs, amélioration du travail, modification des modalités d'élection ou de nomination, renforcement des missions, je n'y reviens pas. Mais quel chemin parcouru? Quel chemin parcouru depuis ce 16 janvier 1925 où le gouvernement d'Édouard Herriot publiait le décret qui créait le Conseil national économique. Un conseil qui, à l'époque, logeait dans une aile du Palais Royal, l'architecture était différente. Puis il y a eu la loi du 19 mars 1936, l'inscription à l'article 25 de la Constitution de la 4e République, et enfin le titre 11 de la 5e République, de la Constitution de la 5e République. Quel chemin parcouru, mais aussi quelle intuition. Je fais bien sûr ici référence à celle d'Édouard Herriot, mais évidemment aussi à celle du général de Gaulle, qui, dans son discours de Bayeux, soulignait l'importance d'introduire dans nos institutions, je le cite, des représentants des organisations économiques, familiales, intellectuelles, pour que se fasse entendre au-dedans même de l'État la voix des grandes activités du pays. Comme souvent, ces intuitions sont le fruit de la rencontre entre des intelligences et un contexte. Et le contexte, c'est celui des années 20 et de l'après-guerre, où le progrès, qu'il soit technique ou humain, échappait des mains de la puissance publique. Et où la puissance publique souhaitait pouvoir l'anticiper, peut-être pas pour l'encadrer, mais en tout cas pour l'incorporer au développement de la société. Et peut-être aussi, le cas échéant, pour mieux protéger l'ensemble de ceux qui y vivent. C'est finalement l'expression et le sens de l'expression chambre du futur que le président de la République a employé devant le Congrès pour vous définir. Aujourd'hui, encore plus qu'hier, le gouvernement, les législateurs ont besoin de ce que le sociologue allemand Ulrich Beck appelait une modernité réflexive, c'est-à-dire une modernité capable de se repenser. Eh bien, mesdames et messieurs, vous êtes cette modernité réflexive. Ici. Et vous le serez encore plus si notre pays parvient à réformer ses institutions dans le sens souhaité par le président de la République. Nous aurons bien sûr l'occasion d'échanger dans les prochains mois sur les évolutions qui concernent votre Assemblée, comme celles qui toucheront l'Assemblée nationale et le Sénat. Comme vous le savez, le président a confié le soin à Madame la Garde des Sceaux, en lien avec le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, de conduire les travaux sur ces réformes institutionnelles. De mon côté, à l'occasion de cette première venue ici, je souhaitais avant tout vous parler de ce que nous pouvons faire ensemble au service de la transformation du pays. Le futur, donc, est votre spécialité. Il affleure dans les axes stratégiques qui vous permettront, Monsieur le Président, d'arrêter à l'issue de cette conférence annuelle votre programme de travail. Il affleure aussi dans le rapport annuel sur l'état de la France que votre Assemblée a adopté le 2 juin dernier, dont le titre même, Réconcilier la France, résume assez bien, me semble-t-il, le cap fixé par le président de la République. Un cap clair qui doit maintenant être tenu. Pour y parvenir, j'ai présenté la semaine dernière devant les parlementaires un constat, une feuille de route et une méthode.
Le constat, c'est celui d'une France aux atouts immenses, à l'énergie intacte, mais qui souffre d'inquiétantes fragilités. Une dette dont le poids est devenu insupportable et qui menace notre propre souveraineté, une dangereuse addiction à la dépense, un modèle social auquel nous sommes tous attachés, à juste titre, mais qui protège moins qu'il ne le devrait et qui n'offre pas les mêmes garanties en fonction du statut ou de résidence, un système éducatif qui forme très très bien et très très bon, mais qui creuse les inégalités. En plus de ce constat, j'ai présenté une feuille de route précise et chiffrée. Je ne vais évidemment pas la décliner devant vous ce matin, mais je me contenterai d'en exprimer la philosophie. Elle tient en 3 mots: confiance, courage, conquête. Je crois en effet que la France peut retrouver et doit retrouver la confiance dans l'action publique, la confiance dans sa justice, dans sa sécurité sociale, c'est-à-dire dans ce qui la lie, et dans sa cohésion territoriale. Je voudrais que nous fassions collectivement preuve de courage. Courage devant tout ce qui peut menacer la sécurité des Français. Courage devant le défi migratoire pour être fidèle à nos idéaux comme à nos responsabilités. Courage de préparer l'avenir de nos enfants en refondant l'école, en rénovant notre modèle social et surtout en réduisant notre niveau de dette et de dépenses. Je veux enfin que la France redevienne conquérante, qu'elle redevienne une terre d'accueil des intelligences, des entreprises, des investissements, qu'elle restaure la puissance de son agriculture, qu'elle saisisse la chance de la transition écologique, qu'elle assume complètement sa vocation européenne et internationale. Les meilleures intentions, mesdames et messieurs, se heurtent vite à ce que Jacques Prévert appelait les terrifiants pépins de la réalité. Ils sont là. Mais on peut dépasser ces terrifiants pépins de la réalité en respectant une bonne méthode. Et cette méthode, je la résumerai comme vous l'avez fait, Monsieur le Président, en quelques mots: la collégialité, la sincérité, et je dirais même la recherche permanente, non pas de la popularité, mais de l'efficacité. Je crois également que l'exercice du pouvoir est d'abord un exercice de vérité. Et depuis trop longtemps, notre pays a pris la mauvaise habitude ou a cédé à une forme de facilité qui consiste à s'arranger un peu avec la vérité. J'y vois notamment une des causes de la crise de confiance qui a secoué notre pays. Cette vérité, elle n'est pas bâtie dans l'antre des ministères au sein des cabinets. Cette vérité, elle se construit dans le respect et le dialogue avec les partenaires sociaux, avec les entreprises, avec le monde associatif. C'est pourquoi, avec le Président de la République, nous avons voulu prendre le temps de la concertation avec les parties prenantes sur les sujets qui structurent l'avenir du pays. C'est tout le sens des États généraux de l'alimentation, des assises de l'outre-mer, des États généraux des comptes de la nation et de la Conférence nationale des territoires. Nous voulons discuter avant, le cas échéant hors des assemblées, pour pouvoir ensuite délibérer complètement au sein de l'Assemblée. C'est aussi le sens de ma présence ici ce matin. Parlons-nous, nourrissons-nous, préparons ensemble les grandes transformations dont notre pays a besoin. Je me réjouis à cet égard que nous puissions le faire très vite sur au moins 3 sujets. Mon prédécesseur vous a, je crois, saisi sur la valorisation du dialogue social, un dossier au cœur de nos préoccupations, alors que le Parlement examine en ce moment même le projet de loi d'habilitation visant au renforcement du dialogue social. Un texte qui, justement, vise à le stimuler et à le diffuser dans l'entreprise et dans les branches. Permettez-moi à cet égard de souligner l'importance que revêt pour moi la méthode que nous avons choisie avec le Président de la République et la Ministre du Travail. On a beaucoup parlé du nombre de réunions organisées tout l'été. Je veux également insister sur cet aspect de méthode qui me semble essentiel, qui consiste à considérer que l'ensemble des partenaires est légitime à discuter. Et qu'il n'y a évidemment ni partenaire plus légitime, ni partenaire moins légitime, et que le process est au moins aussi important que le fond. Dans une discussion, le process, le respect du process
est au moins aussi important que le fond. Comme toujours dans les grandes œuvres, la forme et le fond sont indissociables. Je ne sais pas ce qu'il faut une grande œuvre. Je reste prudent en la matière. Mais je sais que le fond et la forme restent indissociables si nous voulons réussir. Je sais aussi que votre Assemblée s'est saisie, ou va continuer à se saisir, de la question des déserts médicaux. Vos conclusions nous aideront à nourrir, affiner et préciser le plan de lutte contre les déserts médicaux que Madame la Ministre des Solidarités et de la Santé présentera au mois de septembre. Enfin, vous avez engagé un important effort d'évaluation de l'action publique. Vous l'avez fait en vous appuyant sur deux autres institutions, la Cour des comptes et le Défenseur des droits. Là encore, les thèmes que vous avez retenus, politique publique en faveur de l'emploi des seniors, pôle de compétitivité et lutte contre les discriminations syndicales, permettront au gouvernement de rendre ses actions, ses politiques, plus efficaces. En plus de ces thèmes, je vous propose, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les conseillers, de prendre ensemble un peu d'avance sur le futur, en tout cas sur un futur proche, en consacrant votre temps, vos intelligences, à trois sujets de réflexion sur lesquels le gouvernement souhaiterait pouvoir recueillir vos avis. Le premier concerne le travail indépendant. Son développement n'est plus un phénomène de société. Il est une tendance lourde de notre économie, un gisement considérable d'emploi et d'activité que nous devons organiser. Et, mesdames et messieurs, je dis bien organiser, c'est-à-dire ni freiner, ni entraver, ni encore moins interdire, organiser. Et dans mon esprit, organiser, ça implique de respecter au moins une exigence, celle d'offrir à ces travailleurs indépendants des garanties comparables, pas forcément identiques, mais comparables à celles des salariés. Le gouvernement prendra ses responsabilités en leur ouvrant un accès à l'assurance chômage. Mais les donneurs d'ordre doivent aussi y contribuer, des donneurs d'ordre qui bien souvent hésitent à avoir recours à des travailleurs indépendants de peur de voir ces contrats requalifiés. La loi travail d'août 2016 a permis aux collaborateurs de plateformes de services d'accéder à la négociation collective, à la prise en charge de droits dans le domaine de la protection du travail et à la formation professionnelle. La négociation collective peut également apporter des réponses. Le sujet n'est pas nouveau. Les gérants non salariés de succursales alimentaires ou les agents d'assurance bénéficient depuis longtemps de garanties conventionnelles. Reste à savoir qui est légitime pour négocier dans ces domaines. Ces questions méritent une réflexion approfondie et une réflexion approfondie de votre part. Une réflexion qui pourrait par exemple se nourrir d'expériences étrangères, en particulier les expériences espagnoles et italiennes. Dès le mois de septembre, le gouvernement conduira une concertation avec les partenaires sociaux dans le but d'engager au printemps 2018 la réforme de la sécurisation des parcours professionnels. Nous serons donc attentifs à ce que vous pourrez dire, penser et proposer en la matière. Le deuxième sujet concerne la transition écologique. Ce n'est pas à vous, dans cette enceinte, que je vais expliquer que cette transition dépasse largement le cadre étroit d'une politique sectorielle, voire d'un courant français, pour embrasser l'ensemble de l'action publique. Si l'État est un acteur important de cette révolution, il est loin d'être le seul. Il n'est pas non plus le plus rapide, ni le plus agile. La transition écologique est en pratique d'abord une révolution locale. Et il suffit de parcourir les régions françaises pour s'en convaincre, les villes françaises pour s'en convaincre. Des régions, des villes, où grâce aux élus, aux associations, aux entreprises, aux salariés, les initiatives se sont multipliées dans des domaines aussi variés que la production d'énergie renouvelable, bien entendu, mais aussi le développement des circuits courts. Et il y aurait d'ailleurs quelque chose d'extravagant à imaginer le développement des circuits courts vu d'en haut. Une forme de contradiction dans les termes. Il ne va sans doute pas arrêter tout le monde, mais néanmoins devrait nous alerter tous. La mobilité durable, la rénovation thermique des bâtiments, la lutte contre l'artificialisation des sols. C'est très bien, je m'en réjouis, mais nous pouvons peut-être reconnaître que cette mobilisation riche, variée, parfois variable, gagnerait à être animée et organisée, peut-être même coordonnée. C'est pourquoi le gouvernement se tourne vers vous pour l'aider à déterminer les modalités de cette animation.
Des modalités qui, si vous le voulez bien, pourraient se concentrer sur 3 aspects. D'abord, je peux le dire dans un hémicycle construit par Auguste Perret, même si je n'aime pas le mot, la co-construction entre acteurs publics et privés. J'aime l'idée, hein. C'est le mot qui ne me plaît pas beaucoup, j'aime l'idée. Cette co-construction suppose de disposer d'enceintes, de lieux et d'une méthode de dialogue. Elle suppose aussi de savoir y associer les citoyens. La simplicité des outils, c'est le deuxième point. Si on veut faire vite et bien, il faut faire simple. Faire simple, c'est probablement éviter d'empiler des schémas de planification dont les objets sont variés, les périmètres parfois différents, et la coordination toujours un peu fragile. Entendons-nous bien, je ne conteste pas l'idée qu'il faille planifier des politiques publiques ou des transitions. C'est le recours à des instruments aussi multiples et aussi foisonnants qui me laissent parfois rêveur dans l'opérationnalité qui peut en découler. Enfin, troisième point, l'expérimentation. Je l'ai dit devant les députés et les sénateurs, les collectivités locales doivent être libres en particulier d'expérimenter. À nous, au gouvernement, à vous, au Conseil, de leur donner des outils pour engager et réussir des négociations au niveau local autour de projets concrets. Troisième sujet, enfin, l'attention portée à certaines situations de fragilité. Je l'ai aussi dit la semaine dernière, nous serons jugés sur la façon dont nous nous comporterons avec les plus faibles. Pas seulement pour changer le regard que la société porte sur eux, en particulier sur le handicap, sur les jeunes en perte de repère, mais pour reconnaître tout ce que nous pouvons recevoir d'eux. J'ai annoncé des mesures immédiates, comme j'ai annoncé des mesures prochaines, comme la revalorisation de l'allocation adulte handicapé et du minimum vieillesse, elle interviendra en 2018. Ces efforts financiers sont salutaires, nécessaires, mais ils ne sont pas suffisants.